il y a Kofi Olomide. Kofi Olomide a lobby. Et là, on est très important. A lobby, mais ceux qui ont autriché, au yébi autriché. Okosepela ndenge nini ozala na eloko oyo oyebi ke autriche. Ah, oza à l'aise. En tout cas, na sepeli na déclaration wana ya Kofi Olomide. Merci losako pona yo Kofi Olomide. Nalingi vraiment eza acte moko ya bravo na ya conscience na yebi ke bazoloba ke. Bon menacé fort ko mieux vaut, c'est ça que nous voulons. Des gens qui sont capables de renoncer même à leur donc leur femme, comme on dit. Un des dangers de l'arrivée de Shadari ici en Afrique du Sud, c'est celui-ci. Il risque d'être venu ici en Afrique du Sud pour appuyer la formule de Kagame. Tu connais la formule de Kagame? Pour ceux qui sont des observateurs, des analystes vraiment avertis. Quand Kagame était à Namibie, il a fait une intervention sur le Congo. Il demandait à ses collègues présidents pourquoi ne pas faire comme au Zimbabwe. Tu sais ce qui est arrivé au Zimbabwe? C'est-à-dire, on fait un coup, le parti qui est au pouvoir trouve un remplaçant à Mugabe. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers votre poste téléviseur, votre ordinateur, partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. Shotsem avec votre humble serviteur Yannick Wenge, votre émission Shotsem, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet toujours à découvrir la réalité et les combattants. Ici, nous sommes à la fois d'ici, tout à partout, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir encore de recevoir pour vous le président Bruno Kantoum. Papa Bruno, bonjour. Bonjour Yannick, content d'être encore une fois avec vous. Bien, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Oui. Ce sont les premières photos qu'on a vues. Donc il est revenu d'abord voir ses alliés. C'est pourquoi je relevais l'importance. Je disais toujours que, écoutez, si les Shadari sont venus ici, c'est parce que la mouvance là, ils sont sérieux. Ils n'ont pas voulu jouer à la politique de la chaise vide. Ils n'ont pas voulu jouer à l'absentéisme sur le plan diplomatique. Parce qu'ils ne sous-estiment pas la puissance, le rôle que l'Afrique du Sud peut jouer. Alors, ils ont pris ça au sérieux, c'est-à-dire, quelque part, moi je suis content parce qu'ils nous ont pris aussi au sérieux. Donc, ils se sont dit, les opposants, ils gagnent le terrain là où nous avions l'appui qui nous a soutenus et protégés pendant qu'on était au pouvoir. S'ils prennent ce soutien-là, nous sommes foutus. Alors, c'est comme ça que j'ai interprété ça. J'étais un peu déçu, frustré quand j'ai vu ce type rencontrer Ramaphosa. J'ai dit, ce monsieur rencontre Ramaphosa. Oh, j'avais peur. J'ai dit, non, mais c'est quoi ça? Mais quand je réfléchis, je trouve que non, dans la culture politique sud-africaine, il y a un aspect, c'est que je crois que c'était une bonne opportunité peut-être si le président sud-africain avait un message particulier à lancer au pouvoir de Kabila, de le dire à travers Shadari. Parce que vous savez, s'il y a un changement dans la politique sud-africaine, je pense que plus avec la majorité qui est au pouvoir, Mme Ramaphosa a beaucoup à dire aux opposants. Ça veut dire que, par exemple, qu'ils ne peuvent pas tolérer que les choses continuent comme elles étaient toujours d'habitude. Vous voyez? Alors, de tels messages, je crois que Ramaphosa ne pouvait pas manquer l'opportunité de le passer. Parce qu'avant, moi, j'étais frustré. J'ai dit, les Sud-Africains, mais non, ils vont... Parce que vous savez le danger. Quand j'ai vu la femme de Zuma à côté de Shadari, vous savez qu'en 2006,
la femme de Zuma était encore à l'Union africaine. Elle était impliquée, non, je ne crois pas qu'elle était à l'Union africaine, elle était à l'Union africaine après 2006. Donc elle était encore ministre des Affaires étrangères. Donc elle était impliquée dans la facilitation, le soutien du processus, du premier processus électoral. Donc c'est à travers elle que les choses s'étaient faites. Donc elle avait joué un rôle important. Alors maintenant en 2011, cette dame était à l'Union africaine. Et vous avez en 2011, comme en 2006, la SADC, certains représentants de SADC, je crois parmi eux la Zambie, ils s'étaient empressés à endosser les résultats alors qu'il y avait encore des plaintes. Alors que l'opposition avait présenté, n'est-ce pas, des suspicions de fraude. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Et directement SADC avait endossé la victoire de Kabila. Alors, quand j'ai vu Madame Zuma à côté, je sais que cette histoire s'est passée sous elle. Non, j'avais des frissons, hein, j'avais vraiment peur. J'ai dit, mais ce monsieur, peut-être il est venu ici pour dire encore, écoutez, maintenant nous avons un autre candidat, Kabila va partir, bon, endossez-nous et tout ça. Voilà un peu les dangers que je ressentais en voyant cette rencontre de Shadary avec le groupe des Sud-Africains, le gouvernement sud-africain. Mais je pense que ça doit interpeller l'opposition en général de ne pas être distrait. Vous savez, je l'ai dit avant, mieux vaut être suiveur qu'être habituellement absent. Donc les gens de la majorité, ils n'ont pas tenu à être absents. Alors nous devons continuer à renforcer. Donc ça c'est un appel pour l'opposition. Ils doivent continuer à renforcer leur front et pouvoir peser. Merci beaucoup. Président, votre opinion par rapport à la prix Nobel de Denis Mukwege? Bon, le prix Nobel de Denis Mukwege, avant même d'arriver au prix Nobel de Denis Mukwege, je voulais encore ajouter quelque chose par rapport à la venue de Shadary. Et dit, c'est très important. Je veux que tu ouvres tes oreilles très bien, Yannick. Parce que nous, les Congolais, des fois, nous accusons les politiciens d'être médiocres, mais nous-mêmes, le peuple, des fois, nous avons une manière médiocre d'analyser les choses. Nous sommes des fois superficiels et distraits. Vous savez que un des dangers de l'arrivée de Shadary ici en Afrique du Sud, c'est celui-ci. Il risque d'être venu ici en Afrique du Sud pour appuyer la formule de Kagame. Tu connais la formule de Kagame? Pour ceux qui sont des observateurs, des analystes vraiment avertis. Quand Kagame était à Namibie, il a fait une intervention sur le Congo. Il demandait à ses collègues présidents pourquoi ne pas faire comme au Zimbabwe. Tu sais ce qui est arrivé au Zimbabwe? C'est-à-dire, on fait un coup, le parti qui est au pouvoir trouve un remplaçant à Mugabe. Vous comprenez? C'est pratiquement ce qui veut se faire hein, au Congo. Donc Kagame, déjà, il conseille aux autres présidents qu'on puisse accepter seulement un changement dans le parti qui est au pouvoir. En tout cas, moi, j'interpelle les Congolais à faire attention, et j'interpelle les leaders de l'opposition à faire attention. Kagame l'a dit en Namibie, et beaucoup de gens n'ont pas fait attention à ça. Donc Kagame est pour la démarche de Zimbabwe. Zimbabwe, c'était quoi? Le Mnangagwa que vous voyez là, c'était un homme droit de Mugabe. Et vous savez qu'avant qu'il ne rentre au Zimbabwe prendre le pouvoir, il était ici en Afrique du Sud. Hein? Tu sais ça, hein? Il était en Afrique du Sud. Et qui sait si tous les plans sont partis de l'Afrique du Sud? Et alors vous voyez Kagame dire ces choses devant les autres présidents de SADC. Il n'est pas un membre de SADC. Mais il était à cette réunion-là, où les Sud-Africains sont là. Et je crois d'ailleurs en ce moment, je ne sais pas si le président namibien avait déjà pris son rôle en tant que chairperson de SADC. Mais je voulais interpeller l'attention des Congolais. C'est-à-dire, nous faisons attention.
L'ONU, je sais qu'il y a eu le Conseil de sécurité qui est passé à Kinshasa. À ce que j'entends maintenant, on semble dire que ce Conseil-là demande à l'opposition et au pouvoir, ou à la majorité, de trouver un consensus autour de la machine à voter. Et aussi, il y a des dangers. Hein? Il y a des dangers parce qu'on entend dire aussi que Félix aurait dit que même avec la machine à voter, il va gagner les élections. Et il faut faire attention, ne pas lancer un message contradictoire et manquer la consistance en ce moment. Oh. Parce que nous savons tous qu'on avait même surpris les gens de la majorité, il y avait les Minaku, il y avait même Nanga qui était là-dedans, qui faisaient des réunions et complotaient pour tricher. Tout le monde sait que la machine là-bas est là pour tricher. Tu ne peux pas réussir avec cette machine. Donc, l'opposition doit avoir un langage consistant, et un langage clair, et ne pas tergiverser. Alors, je voulais interpeller les gens sur ça avant qu'on parle de Denis Mukwege. Alors, quand je veux parler de Denis Mukwege, j'ai dit que c'est quelqu'un vraiment qui a attiré mon attention au niveau personnel, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment sensible à la souffrance du peuple congolais. Ça va? J'ai vu un cas, il y a le président Moïse Katumbi, je crois qu'il avait envoyé, on a dit, dernière fois, il a envoyé moins $100 000 pour soutenir les gens qui étaient affectés à Béni. Mais ça va, ce sont des choses louables. Mais regardez, être continuellement sensible au malheur qui affecte les gens de Béni, continuellement, parce que ce malheur-là existe de manière continuelle. Mais vous voyez que nos politiciens, des fois, ils ont soif plus de pouvoir, que soif de venir au secours de leur population. Alors, voilà pourquoi je trouve que ce prix Nobel est très important, parce que il interpelle les Congolais à une certaine sensibilité. C'est ces valeurs-là dont nous avons besoin dans les politiciens. Ce sont ces valeurs-là qui peuvent vraiment amener les politiciens à se dépasser et même des fois à ne pas se prévaloir, même quand on parle de candidature unique. Donc, avoir plus la sensibilité pour le peuple, hein, pour la souffrance du peuple, que chercher à se prévaloir en tant que leader. Je n'ai pas entendu Mukwege parler en tant que candidat à la présidence ou quoi. Et s'il le faisait, s'il entrait dans cette démarche, d'ailleurs, c'est une démarche que les autres souhaiteraient qu'il puisse adopter, mais je ne l'ai pas, lui, entendu parler, s'impliquer vraiment dans une telle voie. Alors, si nous prenons toutes ces qualités, ce sont des qualités qui sont vraiment souhaitées pour nos leaders, surtout au moment où nous devons choisir un candidat unique. Chaque candidat doit s'interpeller. Est-il capable de renoncer à lui-même, d'être sensible? Donc même en termes de programme, et dire que bon, moi je ne suis même pas peut-être à mesure de recadrer tous les programmes ici. Mes capacités sont limitées. Je peux peut-être plébisciter que tel autre candidat soit là. Parce que notre pays a besoin en ce moment des efforts vraiment concertés pour sortir de la misère et du gouffre dans lequel nous trouvons. Alors je pense que le prix Nobel de Dr Mukwege, c'est un moment d'interpellation pour les leaders. C'est un moment d'interpellation pour les Congolais dans chaque sphère de la vie, pour voir si vraiment chacun essaie de travailler, de faire des choses de manière responsable et contribuer à alléger la souffrance de notre peuple. Alors bravo, je félicite Dr Mukwege. Je l'encourage à continuer à faire ce qu'il a fait. C'est une inspiration pour la nation, c'est une inspiration pour le monde aussi. Donc c'est une grâce d'avoir une personne pareille chez nous. Ce n'est pas essentiellement quelque chose qui doit amener quelqu'un à appliquer un mandat présidentiel comme tel. Mais ça peut être une inspiration, comme je vous parlais d'Oliver Tambo, qui peut jeter des bases, des références de valeur pour bâtir un pays.
Bravo à Docteur. Merci beaucoup, Président Bruno Kantoupa, pour venir. Parlons, Président, il y a un accident où il y a Mutuka Monisco, on a 4 minéraux, on a Massanga. C'était pour Hey, Eric, Makamouana et Zosalanga est passé. Oyebi que dans les Nations Unies, et même, je crois quelquefois, le président Trump a dit que ce MONUSCO n'est plus important. Il y a le budget, un très grand budget, mais pendant de longues années, mais la souffrance du Congo continue. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que l'ONU est là, alors que nous avons un gouvernement irresponsable. Un gouvernement qui pense que l'ONU doit rester là-bas pour toujours et doit faire le travail à sa place. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Et ce gouvernement n'a pas profité du moment où l'ONU est là pour renforcer son armement, pour renforcer ses capacités militaires, afin maintenant d'assumer. C'est là la question même de souveraineté. Mais quand on est souverain, mais quelqu'un d'autre fait le travail à votre place. Ce n'est pas la souveraineté. Vous voyez comment ces gens sont médiocres et ces gens sont en train de nous faire du chantage. Voilà le genre de responsabilité que nous avons à la tête de l'État. Ils parlent de souveraineté, mais ils sont incapables de protéger leur propre population et territoire. C'est d'autres personnes qui le font. Et maintenant, ils veulent que ces gens partent, alors que ils auraient pu profiter de ce temps-là pour montrer maintenant qu'ils ont augmenté leur capacité à aider le peuple congolais. Qu'est-ce qui les empêche à le faire? Parce que maintenant, ils sont avec l'ONU là-bas qui les aide. Maintenant, quand l'ONU ne sera pas là, qui dit qu'ils feront mieux? Pendant que l'ONU est là, ils font pire. Mais quand l'ONU ne sera pas là, ils feront, je ne sais pas quoi, ça sera la fin. Alors, vous savez le danger qui est là? Si l'ONU parle là-bas, parce que notre armée a toujours été incapable, le danger qui est là, et je soupçonne que maintenant, ça c'est le mauvais plan de Kabila. C'est-à-dire que M23 peut revenir. Koundabatoire et je ne sais pas, AFDR, ils peuvent revenir, et quoi, FDD ou quoi, ils vont revenir. Donc tout le monde pourra revenir là-bas. Je ne sais pas si vous voyez le danger. Alors ça va faire qu'on va rentrer à la case de départ. Est-ce que c'est cela que nous souhaitons? Vous voyez? C'est vraiment irresponsable. Donc ce que Trump est en train de dire, d'un côté, Trump a raison parce qu'il dit, mais écoutez, on ne peut pas continuer à faire ça. Le problème est que nous avons un gouvernement irresponsable qui est en train de tuer son propre peuple, sa population. C'est comme ça que je veux comprendre les déclarations de Trump qui est fatigué parce que le gouvernement n'arrive pas à voir qu'on est en train de l'aider, mais le MONUSCO et l'ONU ne sont pas là pour faire le travail du gouvernement. Maintenant, ils sont là, ils commencent même à s'amuser, à prendre la bière et à vendre nos minéraux. À qui est la faute? MONUSCO et l'ONU sont là-bas 17 ans, 20 ans. Où est-ce que vous avez vu ça? Et 17 ans, un gouvernement n'arrive pas à développer des moyens et capacités pour remplacer ces gens. Vous imaginez? À qui est la faute? On ne peut pas jeter les pierres malgré ce qu'on voit là qui est vraiment regrettable. Parce que maintenant, ça veut dire que les gens de la MONUSCO, maintenant de l'ONU, ils ont compris la complaisance des Congolais. Parce que les Congolais sont où quand les MONUSCO prennent ces histoires? Ils sont censés être là, non? Pour contrôler, pour que la MONUSCO ne fasse pas les choses comme ils veulent. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas présence même de l'armée congolaise. La MONUSCO pille aussi. Donc les agents de... Tu ne sais pas que les gens de la MONUSCO là-bas, il y en a beaucoup qui ont été accusés de viol, de violer les femmes. Alors, mais où est la police congolaise? Où est l'armée congolaise pour empêcher que même les gens de MONUSCO violent nos enfants, violent nos femmes? MONUSCO n'est pas là, ils ne sont pas des saints. Même au Soudan, on les a accusés de tels faits. Donc MONUSCO ne remplace pas une armée de pays. C'est un devoir de notre gouvernement, de notre armée, de protéger le territoire et de réclamer la souveraineté dont ils sont en train de se prétendre. Ok, vous me comprenez sur ce point-là. Alors je disais que vous parliez, la question c'était quoi encore? Donc, on parlait de la MONUSCO et de l'accident. La bière! Les camions. Vous voyez? Ce n'est pas seulement la MONUSCO qui boit comme ça et qui s'amuse. Vous savez qu'on a arrêté un lot, un conteneur ou je ne sais pas, de l'or qui venait du Congo
Je ne sais pas si c'est combien de tonnes d'or qu'on a arrêté au Kenya. Mais vous croyez que c'est seulement la MONUSCO sans la complicité des Congolais? La MONUSCO, pour sortir de l'or comme ça, pour qu'on sorte de l'or, il faut l'exploitation. L'exploitation prend du temps. Les militaires sont là, la police. Il y a les officiels du gouvernement qui sont là. La République. Même Kabila a mis des gardes républicains partout là-bas. Vous ne pouvez rien extraire sans que Kabila le sache. La plupart de ces mines-là, Kabila et sa famille sont des actionnaires. Et on va attraper l'or au Kenya. On dit que ce n'est pas la première fois. Et vous voyez la mise en scène. Oh, on va suivre cette histoire. Mais voilà comment est-ce que notre pays est géré. Vous voyez? Donc pour moi, la MONUSCO doit continuer à rester ça. Malgré toutes ces bavures qu'on voit, ça arrive de temps à autre. Mais ce qui est important avec la MONUSCO, c'est qu'elle empêche qu'on puisse rentrer à la case de départ. Et le gouvernement doit utiliser ça comme une période de grâce pour qu'elle puisse se rattraper et constituer ses forces et ses capacités afin de protéger son territoire et d'assumer vraiment sa souveraineté. Je crois que l'échec de ce gouvernement de faire ça, cet échec doit nous motiver, nous les Congolais, à dire jamais nous voulons un tel gouvernement. Nous voulons que ce gouvernement parte. Donc ça doit motiver ceux qui sont en train de travailler dans le front de l'opposition de ne pas faillir. Parce que le pays a besoin d'eux. Le pays a besoin qu'ils aient le courage, qu'ils aient la capacité de dépassement, de renoncement à eux-mêmes, et aussi des capacités à pouvoir cerner leurs besoins, et même à faire des choses qui vont vraiment être importantes pour remettre le pays dans dans les rails. Merci beaucoup, Président Ratron au Bas-Congo, là où il y avait un accident grave. Oh, ben les 5. C'est pas possible. Vous savez, Yannick, moi, mon souci, quand je voyais ces images, je me disais, mais ces gens, on est en train de les amener sous les motos. On les amène dans des camionnettes. Vous savez, ici, chez nous, en Afrique du Sud, quand vous voyez un accident comme ça, il y a des hélicoptères qui peuvent descendre 10 minutes, 15 minutes. Vous avez des hélicoptères de secours. Un pays comme le Congo, il n'y a même pas, quelque part, on a un hélicoptère de secours médical. Il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que là-bas, là où ils sont, dans cette circonscription-là, il n'y a pas d'ambulance. On a vu que des camionnettes, des motos transportées. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, et puis, maintenant, quand vous voyez même les images, on les amène à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous voyez, c'est quel hôpital qui va accueillir des gens qui ont besoin des soins spécialisés comme ça? Est-ce qu'on peut amener tous ces gens là-bas à l'Afrique du Sud? Voilà ce qu'on a fait dans notre pays. Donc, on n'a même pas un hôpital qui peut traiter des cas urgents et sérieux comme ça. Même pas des moyens pour secourir ces gens. Vous imaginez quelle est la responsabilité? Donc, vraiment, il est temps que ce pays puisse changer. Il est temps que ces gens puissent partir. Nous avons suffisamment de ressources. Dans ce pays-là, on pouvait avoir une ambulance hélicoptère. Ici en Afrique du Sud, chaque région a ça. Il y a des hôpitaux qui ont ça. Nous avons un hôpital comme ici, l'hôpital... Johannesburg, ou bien... Ils ont des hélicoptères. Vous imaginez? Ça, c'est Matadi, hein? Kinshasa n'a pas un hélicoptère médical. Et ça, vous dites modernité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est seulement l'hélicoptère de guerre. C'est seulement des histoires de guerre. Donc on veut maintenir... Non mais c'est regrettable. Ces images-là m'ont vraiment interpellé. J'ai dit, mais comment est-ce que chez nous, on ne peut pas avoir tout de même ces moyens de secours? Un gouvernement qui ne veut rien faire pour développer des moyens efficaces pour secourir son peuple. C'est pourquoi je disais que ce que Dr Mukwege a fait, ce sont des actions qui sont importantes. Parce que vous voyez, être sensible pour venir au secours des pauvres mamans, des pauvres familles. Vous voyez, c'est ça les qualités qui manquent dans ceux qui gouvernent le pays. Parce que s'ils avaient de soucis comme celui de Mukwege, et d'ailleurs quand vous entendez comment est-ce que... on est dirigé par des gens vraiment, je ne sais pas, diaboliques. Vous avez entendu ce que Mende a dit?
Il dit que Mukwege ne peut pas prétendre qu'il est plus sain que tout le monde. Ça, c'est ça l'argument de Mendy dans une situation pareille. Vous voyez un peu? Des gens qui ne peuvent pas à aucun moment être interpellés. Bon, voilà, c'est cette interpellation là-bas que je voudrais. La même chose qu'on demande aux gens qui sont au gouvernement, on interpelle ceux qui sont au gouvernement, on interpelle aussi les gens qui sont dans l'opposition. Pour le choix de la candidature unique, nous interpellons les leaders là à être des gens sensibles sur toutes les questions que j'ai énumérées ici. Sensibles à la souffrance du pays, sensibles aux besoins réels d'avoir quelqu'un qui peut cerner, même en termes de programme adéquat pour sortir le pays de la situation où il se trouve. Quelqu'un qui est à mesure de bien cerner et à mesure d'implémenter ça, d'appliquer ça. Donc ce n'est pas seulement la popularité. Vous comprenez? Donc voilà un peu, Yannick, le commentaire que je peux faire sur cet accident. Mais ça m'a vraiment interpellé. Mais ces images sont horribles à voir. Mais c'est une occasion encore pour réfléchir et nous questionner en tant que Congolais. Non, on est tombé si bas. Merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot par rapport à tout ce qui a suivi cette émission. Écoutez, nous sommes dans une période très délicate, peuple congolais. Les morts, c'était à Matadi, hein? À Matadi. Les morts à Beni. Il y a eu Ebola encore dans les zones de Beni, Kivu, après Bandundu. C'était Bandundu ou bien Kinshasa, oui. Alors, tous ces moments de crise nous interpellent tous Congolais. Sommes-nous prêts à nous assumer et à secourir chaque Congolais dans des circonstances qui les affectent si sérieusement? Si nous n'avons pas été prêts à secourir de manière adéquate le Congolais, nous devons nous interpeller. Pourquoi Otona Kinte et Loko ya Kofi Olomide? Kofi Olomide a lobby. Et là, on est très important. A lobby, mais ceux qui ont triché, ont triché. Okosepela ndenge nini ozala na eloko oyo oyebi ke otrichaki. Oza à l'aise. En tout cas, na sepeli na déclaration wana ya Kofi Olomide. Merci losako pona yo Kofi Olomide. Nalingi vraiment eza acte moko ya bravoure na ya conscience na yebi ke bazoloba ke. Bon menacer fort. Mieux vaut, c'est ça que nous voulons. Des gens qui sont capables de renoncer même à leur fame, comme on dit, donc leur fame, donc leur popularité ou leur statut de star ou de vedette pour la cause et l'intérêt du peuple congolais. Et le peuple congolais a besoin des gens comme les Mukwege en musique. Il a besoin des gens comme des Mukwege dans l'armée. Il a besoin des gens comme des Mukwege dans le gouvernement. Il a besoin des gens comme des Mukwege dans les partis politiques. Il a besoin des gens comme les Mukwege dans les églises. Il a besoin des gens comme les Mukwege dans les universités, les écoles. Donc, prix Nobel Oya Mukwege, c'est une interpellation pour tout le peuple congolais. Nde loko nalinga qui n'a pas ça comme message final. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Bien que quelquefois on se dit, mais ceux qui ont donné ce prix Nobel ici, ce sont les mêmes gens qui soutiennent la souffrance et qui ne veulent pas accuser les auteurs de ces crimes à l'Est. Comprenez? Mais quelque part, prenons ce qui est bon. Ok? Ce qui est bon, c'est que cette sensibilité du docteur Mukwege, elle est importante. Bien que nous savons que les gens qui ont donné le prix Nobel là-bas sont des gens qui profitent de la souffrance de nos richesses et qui veulent nous maintenir dans cette souffrance, dans cet esclavagisme, dans cette occupation et infiltration. Ces gens soutiennent et ne veulent pas dénoncer les auteurs de ces crimes au Congo. Donc je dis, mais ce qui est important pour nous,
c'est les qualités qui est dans cet homme. Bien qu'il ait reçu ce prix Nobel de ces gens qui ont aussi les mains dans leur... le sang dans leurs mains, parce qu'ils ne dénoncent pas, ils connaissent bien les gens qui sont responsables des crimes. Ils profitent des richesses chez nous. Donc tous les pays européens profitent de la richesse du Congo. Tous les Occidentaux profitent de la richesse du Congo et ils ne veulent pas dénoncer, ils ne veulent pas mettre fin. Maintenant, ça devient que même il y a des barbares, des islamistes maintenant, qui profitent de cette occasion là-bas pour s'infiltrer et faire des trafics là-bas au Kivu et s'aimer la terreur. Tout ça parce que notre gouvernement n'est pas arrivé en négligeant, il a refusé de tout mettre en œuvre pour augmenter ses moyens et capacités afin de pacifier cette région-là. Vraiment, c'est regrettable pour notre pays. Merci beaucoup, Charles Fidèle, téléspectateur de la 3xw.congofrance.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Ouengi. On a vraiment le président Bruno Kantopa, le président du mouvement Congo Paradis et vice-cordon de l'ensemble. Vous avez quelques mots à ajouter? Je crois que j'ai terminé là-bas. Merci pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles Fidèle, téléspectateur. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.